Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite FAQ, je vais vous expliquer un petit peu plein de choses, je vais surtout répondre à vos questions. Je vous préviens d'avant, je suis entouré actuellement de vaches et donc il y aura forcément du bruit. Voilà, pour les fêtes, je me suis rendu un petit peu en famille et ma famille est à la campagne, un endroit que j'adore, sauf pour ça, parce que c'est pas pratique pour filmer. Pour autant, vidéo très intéressante aujourd'hui. Alors j'ai récupéré quelques-unes de vos questions en story sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs aller me suivre sur ces réseaux sociaux là, pardon. Voilà, je vais commencer par directement répondre à vos questions. Attention, je n'ai préparé aucune de mes réponses. J'avais pas envie de le faire. Je voulais être complètement authentique aujourd'hui. Et donc je connais à peu près vos questions, les sujets qui vont être abordés, mais je n'ai rien préparé. C'est donc du full impro aujourd'hui. Donc je vous laisse vous installer confortablement, vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo, vous pouvez la mettre en podcast, faites-vous plaisir. Bref, on est parti ensemble pour cette vidéo FAQ. Ok, alors première question du coup, qui était sur l'entrepreneuriat et même sur moi en particulier. La question c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors cette première question, pourquoi je choisis ça en premier? Merci d'ailleurs d'avoir posé cette question. En vrai, je me suis un peu lancé, pas par dépit, mais par obligation et par dégoût du salariat. J'ai bossé dans différents endroits. J'ai même fait des petits boulots comme tout le monde. J'ai bossé chez Auchan, j'ai bossé chez Decathlon. J'ai fait animateur en centre de garderie ou centre aéré. J'ai été éducateur de football. Voilà, j'ai fait plein de petits boulots de ce genre-là et en fait je me suis rendu compte que être salarié ça avait beaucoup de désavantages et très peu d'avantages pour le coup. Et donc j'ai fait le choix en fait de me dire ok, quelle vie j'ai envie d'avoir, est-ce que j'ai envie d'être frustré perpétuellement et d'être malheureux dans ce que je fais? La réponse était évidemment non puisque j'ai choisi l'entrepreneuriat et pour autant j'ai pas choisi la facilité en me disant que ça va être facile l'entrepreneuriat. Je savais que ça allait être dur, je savais que ça allait être concurrentiel, mais j'adore ça. C'est pas ça qui me posait problème. Ce qui me posait problème, c'était de recevoir des ordres, de voir que la vision n'était pas la même et que pour autant, c'était à moi d'obéir. J'avais un gros souci avec l'autorité. Donc les raisons principales de mon choix pour l'entrepreneuriat, c'est déjà une grosse défiance vis-à-vis de l'autorité. C'est également une envie de partager et d'aider plus de monde au-delà de mon entreprise. Je voulais aider des gens moi-même. Il y avait aussi ce besoin de reconnaissance, très honnêtement. Donc ouais, l'entrepreneuriat, je l'ai vraiment choisi non pas simplement par dégoût pour le salariat, mais aussi par attirance pour l'entrepreneuriat. Et je trouve que les deux sont importants. Dans le sens où, faire un choix parce qu'on n'aime pas une voie, c'est cool. Mais si on choisit une autre voie sans se dire que cette voie-là, elle va être bien, et en se disant juste je veux pas l'autre, en général c'est une voie où on est frustré. Donc c'était important pour moi aussi de savoir pourquoi je me lançais là-dedans. J'ai mis du temps à le savoir, je l'ai pas su au début. Je l'ai su au fur et à mesure, je me suis dit ah ouais mais en fait j'adore aider les gens. Quand j'avais un retour de personnes que j'avais pu aider, qui avaient eu des résultats, c'était trop bien. Et aujourd'hui j'en ai plein et à chaque fois c'est un kiff. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors j'avais une autre question qui était un petit peu similaire, c'était comment est-ce que tu as su que c'était fait pour ton entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu aimes concrètement là-dedans? C'est effectivement un petit peu ce que j'ai dit, mais au-delà de ça, là c'était plutôt l'origine. Aujourd'hui ce que j'aime vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est dans un premier temps déjà l'opportunité et la possibilité d'évolution. Qui est en fait infinie. En réalité, on peut évoluer de plein de manières différentes, à des échelles différentes. En fait, on a le choix. C'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a vraiment le choix de savoir à quel niveau, à quel palier on va se stopper. Par exemple, moi je sais que je veux jamais arriver au palier d'Elon Musk. Je dis pas que je suis capable, même si je pense qu'on est tous capables, mais c'est plutôt que ce gars-là, il a pas de vie et en fait on s'en rend pas compte, mais le mec il a pas de femme, il s'est jamais posé avec qui que ce soit, il a 10 enfants, il peut pas s'en occuper. Il a un niveau de stress qui est monstrueux, il est haï par, on va dire un bon 2/3 de la planète. Honnêtement, c'est pas la vie que je veux, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Je veux pouvoir être libre de mon temps, libre de là où je suis, avec qui je suis, libre de l'argent que j'ai, oui, mais pas à tout prix. Donc voilà, c'est ce que j'aime le plus moi dans l'entrepreneuriat, c'est la possibilité d'évolution, le choix qu'on a. Au-delà de ça, moi dans mon activité, j'ai aussi une liberté que certains n'ont pas, qui est géographique, c'est-à-dire que je peux être n'importe où. Là, je suis en famille, pas du tout là, à Bordeaux, où je suis normalement basé, et pour autant, je peux faire mon activité comme tout le monde. Et je pourrais la faire si j'étais au Maroc, en Thaïlande, en Grèce, à Bali, aux États-Unis, peu importe, je pourrais la faire mon activité. Et ça c'est hyper précieux et c'est génial. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est la liberté et le choix.
Et puis ce que j'aime aussi, c'est que la possibilité, la capacité de création, elle est impressionnante, elle est incroyable. Voilà, donc ça c'est les points pour lesquels aujourd'hui j'aime l'entrepreneuriat et je pense que c'est fait pour moi. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde, vraiment. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour tout le monde, vraiment. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui ont besoin en fait qu'on leur dise quoi faire. Et c'est pas grave ou moins bien, vraiment, c'est pas du tout dénigrant. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je déteste qu'on me dise quoi faire. Par contre, il y a des choses qui sont problématiques chez moi et qui sont pas positives ou qui sont pas incroyables. J'ai une vie sociale qui est moins importante que la plupart des gens parce que je travaille beaucoup. Donc voilà, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mais je sais que moi, ce que j'aime dedans, ça me montre que c'est vraiment fait pour moi pour le coup, et voilà, c'est le petit partage de ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. Alors troisième question, on fait par ordre un petit peu de chronologie là-dessus. Comment tu as commencé à faire du business? C'était quoi ton premier business? Donc là on a parlé de pourquoi je faisais l'entrepreneuriat. Maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai commencé dans l'entrepreneuriat un peu par dépit encore une fois. En fait j'avais eu une offre d'une fondation, la fondation du Real Madrid en France, qui fait des stages en fait promotionnels de l'image, et en fait ils avaient besoin de coach. Sauf que je devais être coach indépendant. Ce que je n'étais pas, à l'époque j'étais étudiant en STAPS à l'université de Lille. J'étais en deuxième année quand j'ai dû créer mon statut d'auto-entrepreneur. Et donc en fait j'ai commencé comme ça. J'ai fait de la prestation en tant que coach au début pour la fondation, et puis après j'ai commencé à faire aussi du coaching en présentiel pour des footballeurs, donc en individuel. J'ai pas beaucoup développé cette activité-là, honnêtement. J'étais en mode études, je voulais travailler pour des clubs plus que pour des individus. Et donc je me suis lancé comme ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ça me suffisait pas, et surtout le monde du sport m'attirait pas tant que ça. Donc voilà, mon premier business c'était du coaching sportif, plus précisément du coaching sportif en foot, en préparation physique dans le football. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai switché. J'ai commencé après le business en ligne. Donc là, le premier business en ligne, c'était du coaching en productivité en one-one. Donc vraiment, j'aidais les gens à être plus productifs. En gros, j'avais retranscrit ce que j'avais appris en performance sportive dans le monde de l'entrepreneuriat. Je faisais en sorte que l'entrepreneur ce soit mon athlète et que en fait je le suive sur ses performances personnelles et en particulier du coup la productivité. Et puis dans un troisième temps, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire plus que ça, donc j'ai commencé à me former, à apprendre à faire d'autres choses, et notamment sur le marketing, la création de contenu, ce que je suis en train de faire, et puis également sur la partie acquisition client, la partie closing. Donc j'ai acheté des formations, j'ai payé des coachs pour m'aider à apprendre ces choses-là, et derrière pouvoir les retranscrire aussi de mon côté. Et donc j'ai créé un accompagnement avec un ami sur l'accompagnement de business de coach en fait, qui était comme moi à l'époque, et de les aider à passer un cap que moi j'ai réussi à passer de mon côté, qui était le cap des 6-8K. Aujourd'hui je suis à 10-12K par mois, et donc en fait c'est un palier qui est carrément atteignable, mais il manque certains process chez certaines personnes, et donc je trouvais ça important en fait de leur apporter ça. Donc voilà un petit peu mon parcours, et notamment mes premiers business du coup. Donc j'en suis là aujourd'hui, j'ai un accompagnement sur du business. C'est un des accompagnements que je considère comme les plus personnalisés. On suit les gens 2 heures par semaine, il y a 25 heures de formation, une communauté, des lives, des messages tous les jours, je réponds à mes clients jusqu'à 23 heures le soir. C'est rare quand même ce qu'on propose, mais voilà, pour l'instant j'en suis là. Je pense que j'en ferai d'autres et je vous tiendrai au courant évidemment. Il y en a plein qui m'attirent, mais pour l'instant on est là-dessus et je kiffe, j'adore. Alors troisième question, comment tu t'organises au quotidien? Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant à côté, je suis même en Master 2 dans une école de commerce. Alors attention, je suis en Master 2, mais je suis surtout en alternance avec ma propre boîte. Donc j'ai un statut un peu particulier, un petit peu différent. Alors c'est une petite dinguerie d'avoir fait ça quand même, on va pas se mentir. C'est assez rare, c'est très très rare, même c'est très compliqué à faire d'un point de vue administratif, mais c'est pas impossible. Et d'ailleurs c'était la seule raison pour laquelle j'étais ok avec le fait de faire un Master 2, sinon je n'y serais jamais allé. Donc voilà, j'ai lancé du coup ma boîte et je me suis mis en alternance avec elle. Alors comment je m'organise au quotidien, sachant que du coup j'ai des semaines où je suis en alternance, des semaines où je suis en école. Alors les semaines en alternance, c'est assez simple. En fait je m'organise, en gros le matin, je découpe mon matin en 2, en 3 même. Le matin c'est un appel avec mes setters, donc ceux qui gèrent ma partie prospection. En fait, tout le matin, je vais prendre un appel 5-10 minutes avec chacun d'entre eux, j'en ai 2, pour voilà, checker un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Je fais également un appel avec Elliot pour voir où est-ce qu'il en est aussi sur le suivi. Lui, en fait, Elliot, c'est du coup la personne qui m'aide. Je vous mettrai d'ailleurs son profil Instagram dans la bio de cette vidéo, dans la description. C'est la personne qui accompagne nos clients sur la partie marketing, création de contenu,
comment avoir une identité de marque et comment se faire connaître sur leurs réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui on bosse à deux, et donc je l'appelle aussi le matin. Donc je découpe mon matin en fait avec les appels avec mes équipes. La partie création de contenu, donc soit je vais filmer quelque chose, soit je vais scripter, faire de l'idéation, commencer à, par exemple je fais des vidéos, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, des vidéos full valeur, où je donne beaucoup de valeur sur des présentations Miro, donc qui sont en fait des graphiques avec des dessins, etc. Et donc l'objectif il est clairement de donner beaucoup de valeur. Donc soit je fais de la création de contenu, soit je vais faire du coaching. Donc je vais coacher en fait mes clients. Donc je découpe mon matin en 3. Donc en fait de 8h à midi j'ai ça. Ensuite de midi à 13h j'ai une pause. Et de 13h à 18h je suis en mode acquisition client. Et quand je n'ai pas d'appel de vente, je continue la création de contenu. Et ensuite le soir, donc je finis à 18h, 19h. De 19h à 20h30 en gros je suis en pause. Et puis après à 20h30 je fais un petit point avec mes setters, savoir comment s'est passé leur journée, donc simplement par message. Et après à 21h je vais à la salle. Donc je fais 21h, 22h30. Je rentre chez moi, il est 23h, je dors et le lendemain je me lève à 7h. Et je fais ça tous les jours, 6 jours sur 7. Et le dimanche je suis en off, voilà, je vais boire mon café et je vais faire mon foot. Donc ça c'est mes semaines en entreprise, donc dans ma boîte. Et les semaines en école, c'est beaucoup plus marrant. Les semaines en école sont beaucoup plus complexes. Je me lève à 6h. De 6h à 7h30, en gros, je vais gérer mon business, je vais faire tout ce que je peux. Là, pour le coup, c'est toute la gestion urgente, que ce soit la création de contenu, etc. Parce que je crée du contenu sur Insta, LinkedIn, YouTube. Ça me demande du taf. Donc voilà, c'est du montage, c'est de la rédaction, peu importe. Ensuite, à 7h30, je pars pour l'école. J'arrive à 8h. À 8h, je fais la gestion de mes setters. Ensuite de 8h30 à 12h30 j'ai cours. Alors après pendant les cours clairement je travaille sur mon business, on va pas se mentir. Voilà. À 12h30 du coup en général je prends un coaching de 12h30 à 13h30, c'est la pause du midi, donc en fait moi je suis pas avec les autres, je vais aller coacher quelqu'un. Et après de 13h30 à 17h30 rebelote. Je rentre chez moi à 18h, soit j'ai des appels de closing, soit je vais à la salle directement et le soir je recrée du contenu. Je fais ça 5 jours sur 7 et le samedi du coup je vais bosser dans mon coworking. Voilà, c'est un rythme qui est soutenu. En vrai je prends un jour off par semaine et là du coup je me suis forcé à Noël à en prendre 2, ce qui est très compliqué pour moi. Donc voilà un petit peu pour mon organisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous organisez, ou si vous avez un conseil à me donner sur comment je m'organise, sachant que je vous ai pas donné mes pauses, je vous ai pas donné les détails là-dessus. Mais voilà. Globalement voilà comment je m'organise et je trouve que c'est pas mal parce que je m'en sors bien. Alors prochaine question, qu'est-ce qui te motive à partager tout ça? C'est une super question, ouais, parce que les gens se la posent pas beaucoup. En vrai, qu'est-ce qui vous motive à partager des trucs sur les réseaux, je pense que c'est ça la question. C'est comme ça que je la lis en tout cas. Et en vrai, je pourrais en partager plus, je pourrais en partager moins. Et donc il y a une raison pour laquelle je me positionne comme quelqu'un qui partage un petit peu, mais pas tout. Pourquoi je me positionne comme ça? Parce que, alors j'ai mis du temps à partager beaucoup de choses. Au début c'était vraiment, si vous avez regardé mes très vieux réels, ne le faites pas, c'est pas gentil. Non je plaisante, allez-y foncez. Mes plus vieux réels, mes plus vieilles vidéos, vous verrez que je partage beaucoup moins. Je suis beaucoup plus plat entre guillemets dans ma communication. En fait j'aime bien communiquer et surtout ce qui me motive à partager tout ça, c'est que je pense que ça peut inspirer des gens. Franchement sinon ça m'intéresserait vraiment moins. Je pense que je serais beaucoup moins motivé à l'idée de me lever tous les matins, de faire un post sur LinkedIn, un post sur Insta. Mais en fait j'ai des retours de personnes qui me disent ils sont trop bien tes contenus, je suis ton évolution, je suis tes posts, c'est hyper intéressant et ça m'aide. Même si c'est 10 personnes, je m'en fous en fait. C'est comme quand je suis en closing, des fois il y a des closings, je vais pas closer mais je suis trop content parce que le mec je l'ai aidé quoi, ou la meuf. Et en fait ce qui me motive aujourd'hui à partager, c'est en un d'inspirer des gens, même si c'est à petite échelle, et je pense que toute histoire et toute personne peut inspirer les autres. Je pense que, et je le dis notamment dans un contenu, il n'y a pas de légitimité à partager ou à vouloir inspirer les gens. Tous tes créateurs préférés, ils ont commencé quelque part, ils ont commencé à 0 abonnés. Demande à David Laroche, ses premiers abonnés c'était sa mère, lui et un autre compte qu'il avait créé. Et tous les créateurs ont commencé comme ça. Tu regardes les premières vidéos de Thibaut InShape, moi à l'époque je commençais à peine à faire du sport de mon côté et je regardais ses premières vidéos et je me disais mais il est ridicule le mec. Mais en fait non. Non, parce que depuis ça fait 10 ans qu'il bosse comme un malade, qu'il poste 3 fois par jour, des vidéos YouTube format long 3 fois par semaine. Et du coup, il est connu quoi. Il est connu et il inspire des gens. Et je pense que si on fait tous cet effort-là d'être constant sur 5-10 ans, c'est impossible en fait de ne pas avoir de résultats. Donc voilà, le résultat chiffré du nombre de personnes qui me suivent m'intéresse peu. Par contre, le résultat de chaque contenu sur une personne,
m'intéresse beaucoup plus. Donc ouais, ce qui me motive le plus, la raison numéro 1, je dirais que c'est vraiment d'inspirer des gens, même à petite échelle. Ensuite, ce qui m'intéresse, évidemment, on va pas se mentir ou dire des bêtises, c'est aussi que d'un point de vue business, c'est intéressant. Parce que quand on partage du contenu où on est vraiment nous-mêmes, où on parle, où voilà, il y a de la connexion avec l'audience, eh bien en fait on augmente la confiance que les gens ont en nous parce qu'ils disent ok, c'est un vrai être humain, il est vraiment sincère ou pas, ça dépend des gens. Moi j'essaie d'être sincère, après chacun le voit comme il veut et c'est très compliqué quand on communique de montrer sa sincérité, donc en fait je me casse pas la tête, je suis juste moi et puis les gens me croient ou pas, ça me passe un peu au-dessus de la tête, j'avoue. Mais ouais, donc du coup, ouais, c'est aussi d'un point de vue business, c'est intéressant parce qu'on partage de la valeur, on augmente notre légitimité. Les gens aussi peuvent gagner en sympathie ou en détestation, mais au final, ça augmente la viralité, donc c'est aussi intéressant. Voilà, donc ouais, c'est la deuxième raison, c'est le business, clairement. Et le troisième, c'est que j'adore. Le troisième, c'est que j'adore, je trouve ça stylé, même moi, je me regarde des fois, et même des fois, ça me remotive de voir certains de mes contenus. Je me dis, mais mec, t'es même pas en train de suivre ce que t'es en train de dire, rebooste-toi, rebouge-toi, va faire du sport, alors que j'avais la flemme. Donc des fois, je m'auto-motive. Le mot est très marrant, et au-delà de ça, l'idée aussi. Mais en fait, elle est trop cool. Elle est trop cool parce que du coup, c'est un personnage que j'arrive à être la plupart du temps, mais les jours où j'arrive pas à l'être, la personne que je montre sur les réseaux sociaux m'inspire à redevenir cette personne-là. Et je me dis, c'est à partir du moment où mes contenus m'inspirent moi-même que je peux me dire qu'ils sont suffisamment qualitatifs pour les montrer. Et donc, c'est un des conseils que j'aimerais donner à la réponse à cette question, c'est aussi que créez du contenu que vous aimez en fait. Créez du contenu que vous adorez, que vous pouvez regarder en boucle. Moi, des fois, je sors un réel. Avant de le sortir, je me le regarde 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et j'adore. C'est un kiff, comme si je scrollais en fait. Et à partir de ce moment-là, je me dis, soit il marche et tant mieux, soit il marche pas et je m'en fous parce que je l'aime bien en fait. Et elle aime bien aussi. Je sais pas si vous avez entendu au micro, mais il y a une vache qui vient de... Bref. le cadre est incroyable. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est par kiff. J'adore faire du contenu. J'ai une caméra qui est pas ouf. En vrai, j'ai du mal à investir. En vrai, on va pas se mentir. J'aime pas investir. En tout cas, pas dans du matos. Donc voilà, c'est une des raisons. Alors autre question, comment tu gères le doute? En vrai, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai appris un peu de manière empirique. J'ai pas pris un coach ou suivi des formations, regardé des vidéos sur comment arrêter de douter. Non, pas du tout. J'ai vraiment fait ça au jour le jour. J'ai une vache qui vient de me couper la parole. Non, en vrai, j'ai appris ça comme ça en fait, sur le coup en fait. C'est-à-dire que quand on doute, on doute. La première fois c'est dur parce qu'on n'a pas de rétrospective sur la dernière fois que j'ai douté, comment j'ai géré. Et du coup les premières fois qu'on doute, c'est un petit peu ce que j'appelle la barrière à l'entrée. Alors j'ai eu plusieurs fois où pas plusieurs fois, une ou deux fois où j'ai vraiment failli abandonner. C'était des moments où en fait je me disais, j'ai jamais vraiment voulu abandonner, mais j'ai parfois eu cette remise en question. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et dans cette période-là, en fait, au lieu de me questionner sur ça, pour moi, c'était une non-question, c'est un non-sens. Et du coup, je me suis dit plutôt, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui réussissent, d'autres non? Et en fait, je me suis dit que la seule et unique barrière à l'entrée, c'était cette période-là de doute. Et c'est pour ça que ça répond à cette question, c'est que comment est-ce que moi j'ai géré le doute? Je me suis juste dit, fais un pas de plus, et ce pas-là, ou le prochain, peu importe lequel, ce sera le pas que la plupart des gens ne font pas, ce qui fait que la plupart des gens n'ont pas de résultat. Et donc dans le moment où j'avais pas de résultat, où ça marchait pas, où je m'en sortais pas, j'avais pris un accompagnement qui était pourri à l'époque pour m'aider à lancer mon business, et ça marchait pas en fait. Ça marchait pas, je n'étais pas accompagné, je n'étais pas aidé, j'avais pas de questions, pas de réponse. Et en fait j'avais trop de questions et je me suis dit arrête de trop réfléchir, c'est quelque chose que je fais trop, je suis vraiment ce qu'on appelle comment ils disent en anglais, overthinker, un truc comme ça. Je pense trop quoi. Et en fait c'est ce genre de période là de doute, moi je la gère en mode je veux pas être la plupart des gens. Comment est-ce que la plupart des gens réfléchissent? Ok, je fais l'inverse, en gros. Genre on me dit c'est impossible, ok, je vais le faire. Et du coup quand j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit mais mec, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment fait pour toi? J'ai un petit ego intérieur qui me dit écoute-moi bien. Je suis un peu comme ça, écoute-moi bien, je suis pas comme tout le monde, je vais pas douter comme tout le monde, j'avance et je fais quand même les trucs même quand ça marche pas. Et votre capacité d'ailleurs à agir pendant que vous doutez, c'est ce qui définira votre capacité à réussir quand vous ne doutez pas.
Donc je vous dirais que pour gérer le doute, le mieux à faire, c'est de rationaliser sur le fait que dans tous les cas, il y a 100% de chances que vous perdiez si vous abandonnez, alors que le pourcentage de chances que vous perdiez si jamais vous continuez, en vrai de vrai, si on ne se ment pas à nous-mêmes, il est de 0%. Parce que quelqu'un qui essaye perpétuellement, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, dans toutes les histoires que j'ai pu voir, les seules personnes qui n'ont pas réussi et qui vous parlent de leur échec, elles n'ont pas continué. Elles n'ont pas continué et ce n'est pas par un manque de possibilité ou de capacité à le faire, c'est par manque d'envie. Donc ne vous arrêtez pas. Quand vous doutez, agissez. Et en vrai de vrai, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Dans tous les cas, si vous êtes intelligent, si vous regardez vos performances, si vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vraiment. Donc voilà, c'est probablement du dev perso à 2 balles, mais je m'en fiche. En vrai, c'est la stricte et simple vérité. Comme un athlète de haut niveau, comme n'importe qui, tant que vous bossez, que vous êtes intelligent, surtout dans l'entrepreneuriat, je trouve que le talent a une part qui est tellement faible par rapport au reste que honnêtement, franchement, enfin, juste agissez quoi. Faites des trucs et ça passera tout seul. Alors j'ai une dernière question. Cette question elle est un peu particulière et d'ailleurs c'est des sujets que je n'aborde que très rarement, voire jamais. Comment tu gères tes relations avec tes ambitions de grind fort? Alors je sais de qui est cette question puisque c'est quelqu'un qui est très proche de mon business. Comment est-ce que je gère mes relations alors que j'ai vraiment envie, j'ai une grosse ambition globalement? La réponse à cette question elle est très simple. Je gère comme je peux. Je gère comme je peux. Alors au début j'avais vraiment du mal, je gérais comme un plouc. Et en fait je me suis forcé. Aujourd'hui je me force à m'autoriser à sortir une fois par semaine, que ce soit juste aller boire un verre, que ce soit aller au ciné, que ce soit aller au théâtre, peu importe, mais au moins une fois par semaine. Et j'ai également un jour off le dimanche, où le dimanche matin je fais ce que je veux, je vais boire mon café, je vais avec des potes à un endroit en particulier. Et l'après-midi j'ai repris le football. Donc je m'autorise également une soirée par semaine où je vais aller taper un foot et le dimanche j'ai match avec mon équipe. Ça me fait énormément de bien, c'est vraiment le seul sport où j'arrive à être complètement déconnecté, je pense juste au ballon et à jouer et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, comment je gère mes relations? Du coup au début j'étais pas bon pour gérer mes relations et franchement au début je trouve que c'est pas forcément un problème tant que ça dure pas trop longtemps. Vivre dans le chaos où on est un peu isolé et on travaille comme un malade sur notre projet, je trouve que c'est utile et que c'est bien. Après c'est pas une vie honnêtement, genre au bout d'un moment l'objectif c'est quand même d'avoir une vie qu'on aime, où on est libre de voir les gens qu'on veut. Donc voilà, mes relations amicales en tout cas, aujourd'hui je les gère très bien. Après mes relations amoureuses, parce que j'aime bien aussi être honnête là-dessus, aujourd'hui je me sens pas du tout capable d'être en couple. Pas par manque de stabilité émotionnelle ou quoi, ça tout va bien. C'est plutôt par manque de temps et d'énergie à accorder en fait à tout ça. Ça demande quand même du temps, de l'énergie, de l'argent ça va, mais c'est plutôt le temps et l'énergie à faire toute cette phase de découverte de l'autre et ensuite d'y consacrer du temps. Aujourd'hui je pense que je décevrais beaucoup, y compris moi-même, dans ce genre de relation et donc pour le moment je n'y suis pas. Je ne dis pas que ça ne changera pas, mais pour le moment je suis très focalisé business, très focalisé sur mon développement. Peut-être que ça me servirait, hein, peut-être que ça m'aiderait, j'en sais rien pour le coup et peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Mais en tout cas voilà un petit peu comment je gère mes relations. Je voulais être très franc, très authentique. Vous le savez, j'aime bien l'être. Donc voilà, c'était la petite vidéo FAQ. J'arrive au bout de mes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires que je refasse une si vous en revoulez une. Oh, il y a des vaches qui me coupent la parole, c'est insupportable. Chut! Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, même ce que vous avez envie d'en penser d'ailleurs, à vous abonner à cette chaîne si jamais les autres contenus peuvent vous plaire et à activer la petite cloche comme d'habitude, comme on peut vous le dire dans toutes les vidéos. Si jamais vous avez envie de faire croître votre business, c'est également mon activité, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des besoins, soit vous allez checker mes vidéos sur YouTube, il y a un max de valeur, je vous donne beaucoup de conseils, soit si vous voulez directement être aidé, on propose également des sessions de croissance totalement offertes, que vous pouvez aller réserver via le lien qui se trouve dans ma description. Je vous remercie pour votre attention, passez de très belles fêtes de fin d'année et notamment un bon nouvel an puisque Noël est déjà passé à l'heure où cette vidéo est tournée et où cette vidéo va sortir. En tout cas, merci pour votre attention, passez une belle fin d'année. Je vous souhaite d'avance une belle nouvelle année en 2025, de faire plein de belles choses. Voilà, merci pour votre attention, à très vite.